Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Max, cofondateur de la société, enfin, plutôt de la maison Stella et Suzy, société Marmax, qui est actuellement en collecte sur la plateforme depuis maintenant quelques semaines. Alors, avant de passer la main à Max, je vais vous présenter en détail le déroulé de ce webinaire. Alors, une fois cette introduction terminée, il y aura une première partie de pitch, de présentation de la maison Stella et Suzy, où vous pourrez découvrir un petit peu plus en détail l'activité et surtout les enjeux de la levée de fonds. Dans une seconde partie, il y aura une petite interview en 3 questions de Max. Et en dernière partie, ce sera vos questions à vous en tant que WeSeeder et potentiel investisseur. À ce titre, si vous souhaitez poser vos questions, c'est assez simple. Dans la bulle en bas de votre écran, vous avez une bulle QR. Donc, il suffit de cliquer dessus, ensuite de taper votre question sur votre clavier. Je me chargerai de la poser à Max dans un second temps. Max, je laisse te présenter et après je partagerai le document. Alors bonsoir à toutes et à tous. Pour présenter, on m'a dit en quelques mots, et j'ai jamais su faire court, Stella et Suzy, pour expliquer un peu l'histoire de la marque, l'histoire de la maison. On commence avec ma femme, avec Margot. Il faut savoir que Stella et Suzy, déjà pour l'histoire du nom, Stella c'est la grand-mère de Margot et Suzy c'est ma première guitare basse. Donc c'était Margot et Max, c'était elle et moi, c'était la famille et la musique, sans dire Margot et Max et sans dire tout ça. Donc c'est surtout elle au départ. Il faut savoir qu'il y a 6 ans, quand naît l'idée de Stella et Suzy chez Margot. Margot donc bosse dans le prêt-à-porter. Moi je suis restaurateur à l'époque et Margot est encore salariée. Elle a envie de monter son propre projet et toutes les semaines elle revient avec une idée, ouvrir un salon de thé, un café, je sais pas, enfin vraiment toujours plein d'idées. Et à chaque fois, je lui explique que c'est pas si facile que ça, que l'idée est bien, mais que le marché me paraît saturé, ou enfin toujours plein de, enfin, plutôt dans le frein. Et un jour, elle arrive avec l'idée de faire un site internet qui serait comme une boutique que l'on peut trouver dans les centres-villes, qui serait une boutique de fringues premium, où l'on vendrait en fait des marques françaises pour donner un ordre d'idée, entre 120 et 150 euros une robe, comme on peut trouver dans quelques boutiques, mais qu'on trouvait moins, même pas du tout, à l'époque, sur Internet. C'est vrai qu'Internet on avait l'idée des ventes privées, showrooms privés, ou alors des choses plutôt low cost. C'était les débuts c'était peut-être pas Chine, mais en tout cas des marques comme ça. Et donc, dans l'idée, on voulait faire quelque chose de premium en ligne. J'ai commencé à y réfléchir et Margot savait déjà servir de l'outil Instagram. Elle avait une communauté qui la suivait, donc elle avait un compte d'influence, alors qui n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, mais elle devait être suivie à peut-être 10 000 personnes à l'époque. Et donc on se dit, bon, je crois qu'on va tenter l'expérience et on va y aller. Et le plus dur au départ, ça a été de trouver des marques qui veulent bien distribuer sur Internet. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, au départ, la vision d'Internet il y a 6 ans, il faut se dire que le premier iPhone, c'était il y a 11 ou 12 ans. Hein. Donc, on a une évolution qui a été rapide dans la matière, d'autant plus après le Covid. On est en 2017, 3 ans avant le Covid, donc la plupart des gens n'ont pas un site Internet. Une majorité de marques n'ont pas de compte Instagram. Et on se lance dans l'aventure. On va voir des marques françaises. Les premières réponses sont plutôt négatives. On nous ferme la porte au nez. Et puis, on continue. On arrive à distribuer quelques marques. Et très vite, parce qu'on décide de faire un contenu premium,
de ne faire que des marques premium avec justement tout cet univers aussi de luxe abordable, on arrive à faire du volume. Et en fait, en faisant du volume, déjà, bah, les portes des autres marques s'ouvrent parce qu'ils s'aperçoivent qu'on fait des belles choses et qu'en plus, on vend bien. Et donc, potentiellement, on pourrait être un bon client. Et à force de faire du volume, j'ai l'habitude de dire « oh », mais là, pour le coup, c'est plutôt Margot, plutôt mon épouse, qui va voir les marques et qui va dire « ah, tiens, cette robe que tu nous as faite la semaine dernière, est-ce que tu pourrais la faire dans ce tissu-là ?» Mais on sent que les jours vont se raccourcir, pardon, les journées vont se faire plus longues, donc pourquoi pas raccourcir la jupe. Et en fait, à force de faire du volume, on personnalise de plus en plus on personnalise, plus on s'aperçoit que ça marche. Et si bien qu'au bout d'un moment, on arrive chez les marques que l'on va revendre, et au lieu de nous proposer les nouveautés, on va nous proposer des tissus, et on va dire, tiens, voilà, j'ai ce tissu à te proposer, dans quel modèle tu veux le faire? Et à force de faire ça, on s'est dit nous-mêmes qu'on allait reprendre le processus à la base et créer nos propres collections. Donc, on a lancé Stella et Suzy fin 2017. Et déjà, en fin 2018, on commence à lancer une petite capsule qu'on appelle collection création. Qu'on avait fabriqué de bout en bout. Et effectivement, le succès est déjà au rendez-vous. C'est bien que un an durant, on se dit on va essayer d'accélérer ce processus-là. Et on fait donc 2018, 2019. 2020 arrive la période du Covid. Et pendant le Covid, on avait déjà, comment dire, fait en sorte que les collections création représentent peut-être un quart de notre, comment dire, de nos références, mais presque la moitié de notre volume d'affaires. Et on savait qu'à un moment donné, on irait vers l'exclusivité de la marque Stella et Suzy, on abandonnerait le côté multimarque. Et en fait, donc, pendant le premier confinement, on se dit que les marques qu'on achète auront du mal à, comment dire, à fournir des nouveautés simplement parce que même si on était des bons clients, on n'était pas les seuls. Et qu'à un moment donné, leurs clients à eux n'étaient pas considérés comme, vous savez, les commerces de première nécessité, je ne sais plus exactement le terme, vous voyez tout ce que je veux dire. Et donc, comme ils vont pas avoir de clients, ils vont pas refaire de nouveautés, et donc on ne pourrait compter que sur nous-mêmes. Et donc, pendant le premier confinement, on se staffe pour ne faire que de la création. On fait en sorte donc de sortir une grande collection, donc collection création, vraiment pure création Stella et Suzy, au sortir du premier confinement, le 12 mai, pour être exact. Et le 12 mai, donc on lance cette grande collection. On affirme que voilà, notre volonté de devenir une marque à part entière. Et le 12 mai, on sort la collection et en 8 minutes, on épuise 98% ou 98,5% de la collection. Je crois que ça représentait quelque chose comme 280 000 euros. Voilà. On se dit, ça y est, je crois que le cap qu'on voulait atteindre pour pouvoir passer à la création pure est atteint. Et donc, on décide d'arrêter complètement le multimarque, de consacrer exclusivement à la création de vêtements de bout en bout. Et donc, depuis, d'ailleurs, on ne s'appelle plus Stella et Suzy, mais Maison Stella et Suzy, pour montrer le passage à une marque à part entière. Voilà, ça c'est pour l'histoire, la genèse de Stella et Suzy. Et je sais que souvent on me pose la question, sans nous connaître, qu'est-ce qui nous différencie? Parce que quand on nous connaît, on s'en aperçoit vite. Ce qui nous différencie sur le point stylistique, c'est qu'on a quelque chose de toujours méditerranéen, c'est-à-dire quand on fait parler nos clients, même quand on passe des entretiens d'embauche, quand on demande qu'est-ce que c'est pour vous, Stella et Suzy, on a très vite le mot sud, le mot soleil qui arrive. Voilà, on a toujours cette impression de lumière, voilà, et de soleil, de Méditerranée. On s'amuse à shooter des collections d'hiver à Marrakech.
et alors que d'autres iraient, je sais pas, en Norvège, en Islande. Voilà, j'extrapole un petit peu, mais pour vous montrer toute notre atmosphère. À côté de ça, la différenciation se fait aussi sur le côté rendez-vous, c'est-à-dire que au départ, quand on était multimarque, on avait un rendez-vous hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on achetait toutes les semaines, on faisait un shooting toutes les semaines. Alors, évidemment, on n'allait pas à Marrakech pour shooter, mais on allait se balader dans les rues de Toulouse, on allait à Le Cap, par exemple. Et, euh, et donc, pour le coup, de ce rythme hebdomadaire qu'on n'a pas pu tenir euh, en création, et évidemment, on a gardé quand même cette idée de rendez-vous où on fait une collection une fois par mois. C'est-à-dire que tous les derniers dimanches du mois ou tous les premiers dimanches du mois, en fonction des dates, on lance une nouvelle collection qu'on a pensé toujours 6 mois à l'avance. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler sur la rentrée prochaine, même un petit peu plus que la rentrée. On est sur octobre-novembre, mais toujours avec ce cadencement pour être au plus précis du besoin. On est, vous savez, un peu comme sur Netflix, où on a tout le temps envie de regarder des nouveautés et on sait très bien que passé mi-novembre et début décembre, vous avez tous les films de Noël qui arrivent, que l'été arrive et donc on a envie de voir des plages. Voilà, on est dans ce sens, c'est-à-dire que là, vous avez une collection qui est sortie pas dimanche dernier, mais celui d'avant. Et c'était ce qu'on est censé acheter pour s'habiller pour avril. On sait qu'entre mars et mai, vous n'allez pas vous habiller pareil du tout, surtout aujourd'hui avec les changements de température. Donc, on essaie vraiment de coller à maxima. On sait qu'en mai, juin, on va commencer à s'habiller pour les mariages et on va proposer des robes plus festives. On sait qu'aujourd'hui, en septembre, on est plutôt sur un été indien et on va proposer des choses plutôt, comment dire, toujours faciles, fraîches et en même temps des choses pour la rentrée. Voilà. Alors qu'on s'éloigne du format printemps-été, automne-hiver qui est plutôt classique. Et sur un dernier point de différenciation, il y a le côté très pas communautaire, mais en tout cas une communauté très engagée, parce que la marque est née sur les réseaux, notamment sur Instagram, et donc les gens connaissent la marque, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on imagine peu, mais les gens arrivent en boutique avec sur leur téléphone une capture d'écran d'une story Instagram en disant je veux la robe Valoris, parce qu'ils savent déjà le nom de la robe, parce qu'on donne des noms aussi à nos robes, à nos suites. Et donc, elle dit je veux Valoris, elles connaissent comment dire, les vêtements autant déjà que les vendeuses, voilà. Et avec toujours un soutien, ce qui nous permet aussi comment dire, de voir un peu plus loin et de se dire, on sait que la communauté est engagée, elle est prête à se déplacer et donc faire un premier pas ensuite dans le retail physique. Voilà. Voilà pour les grandes lignes de Stella et Suzy. Ok, merci Max. Peut-être on peut repasser un peu plus en détail sur certains points de la présentation. Bon, sur l'historique, je pense que oui, bien été balayé. Peut-être sur une des slides suivantes, ouais. Peut-être quelques éléments chiffrés. Ouais, alors effectivement, si on passe sur un point de vue plus objectif, on est passé donc de 1 à 42 salariés en l'espace maintenant de 5 ans, de 0 à presque 6 millions l'an dernier. Effectivement, depuis le moment où on commence la création de 2019, on passe de 2 à quasiment 6. Et donc l'an dernier, je vois, on a commencé une levée de fonds. En fait, on a prévu une levée de fonds de 5 millions. On a levé 4 millions déjà en dilutif
et un emprunt bancaire l'an dernier de l'ordre de 500 000 euros pour donc on est déjà à 5 millions, à 4 millions 5 pardon de levée, et on vient chercher donc la dernière partie, le 10e restant chez WICID. Et sur la dernière partie, la politique RSE, il y a une chose très simple, c'est une allégorie que j'utilise souvent, c'est le fait d'avoir une marque de fringues et d'avoir 30 ans. J'en ai 37, bientôt 38 d'ailleurs à la fin de la semaine. Mais quand on a une marque de fringues et qu'on a la trentaine, la question même de l'éco-responsabilité et de tous les engagements RSE se pose pas parce qu'elle est intrinsèque. C'est-à-dire que donc pour l'allégorie, je sais que si demain ma mère invite 10 personnes à dîner et que elle voit que par malheur, donc c'est ce qu'elle se dirait, par malheur, il y a quelqu'un qui va être végétarien, elle va en parler à ses sœurs, à ses copines pendant une semaine, alors je sais pas quoi, les végétariens. Demain, si vous, comme moi, ou quelqu'un de notre âge invite 10 personnes à dîner, ben on va prévoir un plat vegan, un plat végétarien, un plat sans gluten. Enfin, je veux dire, on va essayer de penser à chacun, et en même temps, on sait que il y a des particularités, puis on est né avec ça. Et aujourd'hui, voilà, on a une marque de fringues, on sait la question de la planète, elle est forcément gravée dans nos esprits. Et je pense d'autant plus aujourd'hui dans l'esprit de nos enfants. Je veux dire, on sait que le mot climato-sceptique, c'est un gros mot. On connaît personne de notre âge qui dirait oui, mais enfin, le climat, voilà, c'est vrai, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Donc voilà, on fait en sorte. Là, l'an dernier, on finit avec entre 5 et 10% de notre production en Asie. On essaie à maxima de la rapatrier en France, pas en France, pardon, en Europe, en prochain port. Évidemment, si on peut faire une partie en France, encore mieux. Et si demain, après-demain, on peut même faire notre propre production, et si elle est même pas en France, mais qu'elle est en plus en Haute-Garonne, ce sera encore mieux. Mais voilà, c'est ce qui compte, je crois, dans la RSE, c'est le mouvement, c'est là où on va et les engagements qu'on prend. Ok, merci. Et oui, peut-être sur la levée de fonds, du coup, vous avez parlé du fait que la levée globale était de 5 millions, donc 4 millions en dilutif déjà réalisé, 500 000 en prêt bancaire déjà réalisé. Ouais. Donc les 500 restants sur WICID actuellement, qui serviront sur les trois piliers. Et ce que je disais donc sur la levée de fonds aussi, pourquoi avoir choisi WICID, c'est qu'à un moment donné, ce que je vous disais, notre communauté qui est très engagée à la réciproque, on est très engagé envers notre clientèle. C'est-à-dire que même, et c'est peut-être aussi un élément de différenciation très fort, c'est-à-dire que quand on fait des vêtements, on a une phase de fitting qu'on appelle les essayages, qui est, je pense, 4 à 5 fois plus longue que chez une marque lambda, dans le sens où on ne va pas se cantonner à se dire, bon, on fait un 36 et ensuite, ben, on va raccourcir les manches de 2 cm et on va raccourcir la longueur. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, ben, ok, ça c'est un 36, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le 34? Alors, ok, 34, il faut penser que potentiellement, la fille qui fait un 34, elle doit être un peu plus petite, elle doit être menue, elle doit potentiellement aussi avoir moins de poitrine, et donc on va faire le vêtement en fonction. Et c'est la même chose pour les tailles 38, 40, 42, 44. Voilà, on va se poser toutes ces questions-là et on se focalise toujours sur la cliente finale. Et aller vers WICID pour aller chercher le 10e restant, c'était se dire, voilà, on crée encore un lien et on va dans une communauté qui est d'autant plus donc des particuliers, mais aussi potentiellement plus facilement des Toulousains, des gens d'Occitanie, voilà,
moi-même, je ne suis pas toulousain, mais occitan maintenant, puisque je suis catalan, donc je suis l'Occitanie Méditerranée. Voilà. Ok, merci, merci Max. Et sur les objectifs de la levée, notamment sur l'ouverture de nouvelles boutiques et le renforcement à l'international, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, le premier point, c'est donc effectivement le renforcement à l'international. Plus que renforcement, c'est en fait le plus gros des leviers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait 14% de notre chiffre à l'international. On le fait avec un site qui est exclusivement en français et en euros. Comment dire, notre deuxième, pas clientèle, mais nos deuxième visiteurs sur le site internet, notre deuxième communauté sur Instagram, c'est les États-Unis. On a un fort potentiel, les États-Unis, donc on a une forte appétence pour les marques françaises, notamment pour avoir une forte appétence pour celui-ci, donc déjà, puisque c'est aujourd'hui notre deuxième communauté. Et en termes de taux de conversion, c'est les 79e. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour un Américain, acheter en français, c'est pas concevable. Et pourtant, ils le font quand même. Et acheter en euros, c'est encore moins concevable. C'est-à-dire que, imaginez déjà pour nous, acheter en anglais et en dollars, ce serait difficile. Mais imaginez, le différentiel, il n'est pas là. Il est le même que si demain, on devait acheter en chinois, en mandarin et acheter en yens. On est de cet ordre d'idée-là et évidemment qu'on n'irait jamais. Et c'est la même chose. Et pourtant, on a déjà 14% à l'international. Donc, demain, un nouveau site qui nous permet donc d'avoir ce switch de langue aujourd'hui qui n'est pas possible sur le site actuel parce qu'on a tellement de monde en pic de connexion qu'il faudrait investir en hébergement beaucoup plus que ce que nous coûterait un site qui pourrait rouler pendant les 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années. Voilà. Il faut savoir aussi que notre vision à 4 ans, c'est de faire 50% de notre chiffre à l'international. Évidemment pas en cannibaliser la partie française, mais en doublant donc ce qu'on fait en France à l'international. Pour comparaison, nos principaux concurrents font 50% de leur chiffre seulement aux États-Unis. Voilà. Okay. Donc aujourd'hui, effectivement, les États-Unis, on sait que c'est un point fort, mais il n'y a pas que, mais déjà. Donc voilà. Et pour l'ouverture des nouvelles boutiques, aujourd'hui, donc on a un trend, une vision de boutiques physiques. On a ouvert Toulouse en premier parce que c'était plus facile logistiquement d'avoir finalement la première boutique à côté du bureau. On a ouvert Bordeaux ensuite en décembre dernier où on a battu des records. On a ouvert Aix-en-Provence entre le moment où on s'est parlé et puis là, il y a à peine 2 semaines, au 1er avril. Là encore, on a battu des records. Et on devrait ouvrir, c'est encore plutôt confidentiel, mais entre Lille, Lyon et Paris, il y a quelque chose qui devrait s'ouvrir vite puisqu'on a fait une offre en fin de semaine dernière. Et donc, ce qu'on a prévu sur le BP et ce qu'on a prévu aussi avec le cash de la première de la levée, de la première partie de la levée, c'est d'ouvrir 2 boutiques par an. Aujourd'hui, WeSeed nous permettrait aussi, la collecte WeSeed nous permettrait d'ouvrir celle bonus, celle en plus du BP. C'est-à-dire aller plus loin et plus rapidement. Et toujours en restant serein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait aussi le cash flow. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait acheter une 3e boutique? Oui. On le fait pas parce qu'on sait aussi être prudent et même si on est des entrepreneurs, on sait être gestionnaire. Voilà, la balance, l'équilibre. Okay. Je pense qu'on y reviendra après sur les boutiques.
Mais on en a terminé avec la partie présentation. Alors, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Face caméra, fait. Alors, si certains Wikiders sont arrivés en cours de route, n'hésitez pas à poser vos questions dans la bulle QR située en bas au milieu de votre écran. Alors, on avait préparé quelques questions. Je pense qu'on peut basculer sur cette deuxième partie. Du coup, Max, vous avez expliqué qu'à l'origine, la société, elle avait été créée, enfin, on était sur du développement en ligne, puis vous avez créé, développé de nouvelles boutiques, de nouveaux magasins, et il y en a d'autres qui sont prévus dans les prochaines années. Alors qu'on voit qu'il y a des grandes marques, grandes enseignes qui ferment ou qui mettent la clé sous la porte. On a eu par exemple Camailleux, Pinky par exemple. Alors pourquoi vous souhaitez développer cette stratégie d'ouvrir toujours plus de boutiques? Ouais. En fait, il y a 2 points. Je pense que la première question, c'est pourquoi aussi euh, ces marques ferment sans avoir de réponse toute faite. Je pense qu'il y a une vision aujourd'hui comment dire, de la société, en tout cas dans le textile, dans la consommation textile, qui s'est vraiment bipolarisée. Et vous avez d'un côté un aspect prix très fort. Et vous avez des Primark, des Shein, voilà, toutes ces marques qui peuvent être controversées, mais où on a le prix en premier. Et puis, de l'autre côté, vous avez des marques fortes, souvent engagées, souvent aussi avec une vraie communauté, et où on va payer le prix de la qualité. Et on a 2 façons de consommer qui sont complètement différentes. Et nous, on se pose plutôt sur la deuxième, c'est-à-dire que vous allez acheter une veste et vous allez la garder 10 ans. De l'autre côté, vous allez acheter un t-shirt, c'est-à-dire que vous avez le t-shirt à 2,50 € chez Primark. Vous allez, je sais pas, enfin chez Primark, chez Shein, voilà, on ne sait pas les conditions de fabrication, on ne sait pas combien de temps ça va tenir. Et à côté, vous avez le t-shirt que vous achetez 45-50 € chez Stella et Suzy, qui peut avoir un twist, qui peut avoir un bouton doré, qui sera déjà en plus dans une très belle qualité, qui va être fabriqué en Italie ou au Portugal, dans des usines certifiées, avec un coton bio, avec je sais pas, une matière écotex. Voilà. Et pour le coup, aujourd'hui, on assiste vraiment à une sorte de bipolarisation des marques. D'ailleurs, de ce côté-là, vous avez vraiment les marques fortes, de ce côté-là, vous avez plutôt des revendeurs plus que des marques. Et au milieu, on a une sorte de vide qui s'installe, ou en tout cas, c'est un marché qui est beaucoup plus dur à, comment dire, à tenir, parce que souvent, vous citiez tout à l'heure Camailleux, effectivement, on est allé peut-être un peu plus pour le prix que pour la marque, et ou vraiment entre les deux. Et pour le coup, le prix il n'était pas vraiment là parce qu'à côté, on avait moins cher. Et puis la marque, à côté, on avait une marque un peu plus forte. Et voilà, c'est difficile pour les acteurs, d'autant plus que sur certains de ces acteurs, je les connais pas toutes, on a beaucoup investi dans des villes, dans des centres commerciaux, et sans forcément gérer le stock. On se dit aussi on fabrique et puis de toute façon on vendra en solde. Mais aujourd'hui, sur toutes les soldes, les braderies, vous avez Internet aussi qui a une mainmise sur ça. Et justement, par Internet, vous avez le côté digital où il a fallu faire la bascule digitale pour ces marques-là. Et c'est peut-être des marques qui ont coupé le coche. Il y a 1000 facteurs qui rentrent en jeu. Hein. Donc, je parle vraiment de la bipolarisation d'un côté, couper le coche du digital, comment dire, gérer les stocks. Et aujourd'hui, nous, on a, enfin, comment dire, ces cases, on les coche. C'est-à-dire qu'effectivement, le cap du digital, on l'a passé même avant
de faire le retail. Le côté marque engagée, c'était nous dès le départ, sans même penser à ce concept-là, avec un esprit de qualité, de fitting parfait, de responsabilité. Et donc, pourquoi aujourd'hui on va vers les boutiques? Donc, la deuxième partie de la question, c'est parce que on s'aperçoit qu'il y a un vrai sujet donc d'omnicanalité où on a besoin de, je vais aller trop loin si je parle du métaverse, mais de trouver, comment dire, son point d'ancrage partout. Demain, vous allez chez Stella et Suzy en boutique, vous ramenez la fringue parce que ça vous va pas, mais vous avez envie de garder un bon d'achat, mais je dis, mais en même temps, là où j'habite, j'ai pas de Stella et Suzy, vous pouvez me faire un bon d'achat pour le site, ça marche aussi, et vous renvoyez un truc que vous avez acheté sur le site, vous allez en boutique, vous pouvez m'échanger, on vous l'échange aussi. Donc ça, c'est la question d'omnicanalité, et les boutiques vous permettent d'être plus proches de la cliente, et on s'aperçoit que quand on arrive dans une ville en physique, on arrive à faire croître le chiffre digital de cette ville-là. Et en fait, l'un est un moteur pour l'autre. Et donc, c'est du gagnant-gagnant, un cercle vertueux. Entre les Exactement. canaux. Ok. Ok. Mais du coup, vous avez parlé d'omnicanalité. Ouais. Pardon, j'ai devancé la question. Ça, c'était voilà, comment vous le définiriez et comment du coup vous l'appliquez chez Stella et Suzy? Alors, en plus, comment on l'appliquera? Parce qu'aujourd'hui, on a encore quelques freins à cette omnicanalité. En tout cas, je vous parlais tout à l'heure du bon d'achat entre le site et la boutique, qui est un bon marqueur de l'omnicanalité. On est en train de le mettre en place après plusieurs difficultés, mais l'omnicanalité, c'est aussi avoir un seul compte client partout, être reconnu à Toulouse comme à Bordeaux, comme sur le site, comme sur Instagram et WhatsApp, c'est aussi le service client. Vous pouvez demain envoyer un message sur Instagram ou au service client via WhatsApp ou appeler directement. Et puis en fait, on saura directement qui vous êtes avec votre fiche client et avoir tout votre parcours client pour mieux vous servir. Ok. Ok, merci Max. On va terminer avec une question un peu plus légère. Du coup, vous avez expliqué au début que la société, c'est deux cofondateurs. Ouais. Donc Margot, votre épouse. Ouais, c'est ça. Plus sur la partie création. Exactement, la partie style, ouais. Et du coup, vous, Max, plus sur la partie gestion, direction de la société, je suppose. Ouais, c'est ça, direction, finance, développement commercial, ouais, mais plutôt finance et gestion de la société, effectivement. Alors, et du coup, la question, ça fait quoi de travailler en couple Ouais, mais effectivement, en fait, je vais vous dire, quand on était, à l'époque, quand j'étais restaurateur et qu'elle donc travaillait en tant que salarié pour une boîte de prêt-à-porter, d'une, j'imaginais jamais bosser avec ma femme. Et puis de deux, je sais que je suis têtu, mais s'il y a une personne qui arrive vraiment à me tenir tête, c'est ma femme. Donc c'est difficile. C'était difficile d'imaginer travailler ensemble, d'autant plus si on était euh, un chef à deux têtes, quoi. Je veux dire, à un moment donné, avoir 50% de la décision chacun. D'ailleurs, elle aime bien me rappeler. Donc avant qu'on fasse la première levée, elle était à 51% et à 49%, et quand on n'était pas d'accord, elle aimait à me dire 51. Juste pour, elle me parlait pas de la boisson anisée. Et donc c'était, de toute façon, le dernier mot, c'est toujours elle. J'essaie de lui dire, et puis elle me suit la plupart du temps, et quand c'est des situations financières, commerciales, elle me suit, et de toute façon, ce qui compte, c'est l'âme, c'est l'artistique, donc c'est elle qui fait les choses. Mais en vrai,
maintenant, on est tellement complémentaires, c'est-à-dire qu'on a très peu de sujets en commun ou qu'on doit trancher tous les deux. Et puis souvent, quand on doit trancher tous les deux, soit on est d'accord, soit elle est d'accord et je la suis. Voilà, tout simplement. Ok, merci Max. Avec plaisir. On va passer aux questions des whistler. Pareil, s'il y en a qui sont arrivés en retard, la bulle QR en bas de votre écran, vous tapez votre question sur votre clavier, pardon, et je la poserai à Max. Peut-être une question pour rebondir sur les ouvertures des différentes boutiques. Ouais. Comment est-ce que vous identifiez les villes dans lesquelles vous allez vous implanter? Et après, sur le choix des boutiques en elles-mêmes, est-ce que vous avez des critères précis, particuliers de sélection? Alors, en fait, je crois que c'est encore un élément de différenciation que j'ai oublié. C'est la data et la manière dont on s'en sert. En fait, pour vous donner un exemple, quand on fait un sondage politique pour les présidentielles, c'est pas si vieux que ça. Je crois qu'ils prennent Ipsos, ils vont prendre 1500 personnes pour être précis, et quand ils veulent un sondage très précis, ils en prennent 3000. L'an dernier, on a 1 500 000 visiteurs uniques sur le site de Stella et Suzy. Donc à peu près 1000 fois plus précis qu'un sondage précis chez Ipsos. Et donc pour le coup, on ne sait pas seulement ce que les gens veulent bien nous dire, on sait, tout en respectant la RGPD évidemment, on sait leur manière de consommer. C'est-à-dire que on sait dans la masse, on ne sait pas précis, on ne sait pas la personne précise, mais on sait les masses, les comportements, on sait évidemment où est-ce qu'ils habitent, on sait quel type de téléphone ils utilisent. D'ailleurs, on sait que 86% de nos achats, enfin des achats faits par les clients, sont faits depuis iOS. Si on remonte un peu plus loin, on est à 82% sur iPhone. Donc il y a aussi 4 points qui sont faits sur Mac directement ou sur tablette. On sait comment dire, ce qu'aiment faire les gens, s'ils sont plutôt attirés par la beauté, la déco, les courses hippiques ou les courses automobiles. Enfin, on a vraiment une data qui est assez dense, assez énorme, et encore faut-il s'en servir. Et nous, aujourd'hui, on s'en sert notamment pour ouvrir les boutiques. On se sert de la data pure, c'est-à-dire qu'on va regarder où sont nos principales clientes, mais on va les recouper aussi avec les taux de retour. Par exemple, le retour, comment dire, quand vous vendez un vêtement sur Internet, vous avez une chance sur 3, une chance sur 4 qui soit retourné, simplement parce que la cliente a pris S et M, et puis elle s'aperçoit que c'est le S qui lui va, et donc le M, elle le renvoie. Et la fameuse cabine d'essayage à la maison. Et donc voilà, on essaie d'avoir donc une population qui est un peu moins sur des taux de retour importants. On va essayer aussi d'avoir simplement un volume d'achat plus important. On va les recouper avec des indicateurs comme les loyers au mètre carré dans telle ou telle ville, le prix moyen, le salaire moyen de vendeurs, de responsables de boutique dans telle ou telle ville. On le recoupe aussi avec l'engagement de notre communauté. C'est-à-dire qu'on a des endroits où on va vendre plus, mais où la communauté est moins engagée. Et donc, ce sera peut-être moins intéressant que, par exemple, je sais que Bordeaux, c'était un bon choix. La communauté était très engagée. On vendait bien, mais ça n'était que la 6e ou 7e ville où on vendait. On a quand même décidé d'y aller juste après Toulouse, parce que la communauté engagée, elle fait aussi que la boutique est rentable au jour 1. C'est-à-dire qu'on croise toutes ces données, tous ces indicateurs, on ouvre la boutique dans
telle rue, tel passage, parce que aussi, ça reprend votre question après sur les critères, où exactement. C'est que si dans cette ville, elles sont plus basées sur la beauté, on va plus facilement l'ouvrir à côté dans une rue. Ils vendent, vous savez, comme à Toulouse, on a un parfumier dans la rue. Voilà, comment dire, tout, tous ces indicateurs qu'on va recouper dans un seul but, c'est ouvrir la boutique et être rentable au jour 1. Donc, on est aujourd'hui à notre troisième test et à chaque fois, on met au-delà des espérances, au-delà des chiffres, tout en restant, comment dire, fidèle à nous. On est juste au-dessus, quoi. Voilà, okay. Juste au-dessus de la courbe. Mais on est sur la courbe. Donc, on a un système prédictif assez poussé. Et aujourd'hui, on est capable, d'ouvrir 6 villes, donc 6 villes, et d'être rentable au jour 1. Mais le temps se faisant, la croissance se faisant, on a d'autres villes qui s'ouvrent. C'est-à-dire que suivant la croissance, là, on sait que Nice aujourd'hui n'est pas forcément dans les premières villes, mais suivant la croissance, Nice peut être la 7e qui potentiellement s'ouvrirait demain. Et ça, c'est si on prend que les villes françaises. Mais on a aussi des capitales européennes qu'on pourrait aussi ouvrir aujourd'hui et qui seraient rentables au jour 1. Sauf que là aussi, c'est un autre chemin. C'est l'international, mais qui n'est pas que digital. Et vendre à l'international, c'est pas acheter une boutique à l'international dans plein instant. Les premières boutiques, je pense que les 6 premières pourront se faire plus facilement en France. Et après, okay. L'Union européenne sera encore plus facile. Et puis après, bon. Ouais. Dans quelques années. Voilà. On espère. Quelques mois. Ok, donc du coup, les datas utilisées pour l'identification, notamment des villes ou des zones, on va dire, avec le plus de belles perspectives. Mais je suppose aussi en termes de création, vu que chaque mois, il y a de nouvelles collections qui sont lancées. Je suppose que la data permet d'identifier plus finement les besoins ou les styles qui sont recherchés. Alors, en fait, on est moins sur le style que sur... on sait, alors, effectivement, mais ça, on le voit peut-être plus en détail une fois qu'on ouvre. C'est-à-dire que quand on a ouvert il y a 2 semaines Maison Stella et Fizi à Aix-en-Provence, on s'aperçoit que les imprimés se vendent plus dans cette ville, par exemple, qu'à Bordeaux. Et alors qu'elles font des chiffres similaires. Donc, il y a des choses qu'on voit un petit peu en amont, mais on a toute la data. Et puis, effectivement, demain, on va envoyer quand même toute la collection sur le point retail. L'avantage aussi, c'est qu'on est assez agile, assez flexible pour ajuster. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer toute une collection printemps-été déjà, parce qu'on envoie mois par mois. Et puis, on va envoyer premier jet avant le lancement de la collection. On voit passer les premiers jours et très vite, on voit les courbes se faire parce qu'on adore les courbes, on adore justement cette utilisation de la data et on se dit, OK, là, dans cette boutique, on peut envoyer ça, dans celle-ci, on envoie ça et puis on ne se fait pas des prévisions sur 6 mois, on se fait vraiment, on voit à la semaine, on a très vite des tendances qui se font et qui sont toujours très justes. Ok, on va enchaîner avec une autre question. Alors, on a parlé des boutiques, des villes d'implantation. Du coup, en amont, sur les fournisseurs, vous en avez rapidement parlé. Voilà, comment vous les sélectionnez Alors déjà, il y a une chose qu'on fait, c'est qu'on choisit au pôle de compétences. C'est-à-dire que pourquoi on a encore entre 5 et 10% en Asie, partagé d'ailleurs entre l'Inde et la Chine, c'est parce que, par exemple, si vous voulez faire de la broderie, c'est possible ou quasiment impossible de la faire en France. Et ceux qui savent faire de la broderie, pouvoir le vendre en prêt-à-porter, c'est en Inde.
Et donc aujourd'hui, on l'a fait là-bas parce que la compétence se trouve là-bas. Typiquement, on pense à, si vous voulez faire de la dentelle, on pense, oui, mais vous avez la dentelle de Calais ou la dentelle d'Alençon en France. Je me souviens que je sais plus, c'était pour une expo ou pour un défilé, on avait fait, comment dire, on avait une petite fleur en dentelle d'Alençon qui faisait à peu près 4 cm sur 6 et qu'on avait acheté la pièce 450 euros. Voilà, enfin, je veux dire, donc, évidemment, quand vous achetez un point de dentelle de cette taille-là, de la taille de 2 pièces de 2 euros, ça coûte 450 euros, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire comment dire, euh, une robe en dentelle pour du prêt-à-porter, quoi. Et même pour du luxe, ce serait déjà excessivement cher. Donc, il y a juste des, comment dire, des pôles de compétences. Donc là, je parle de 5-10%, mais c'est quand même, comme nos jeans, on va les faire en Turquie ou Tunisie parce que ce sont des jeaners historiques. Regardez vos étiquettes de Levi's. Voilà. Et puis, au-delà de comment dire, de la question des pôles, des zones géographiques de compétences, vous avez chaque usine comment dire, fait entrer comme fournisseur doit être auditée. C'est-à-dire que ça, d'ailleurs, plus on va loin, plus on regarde, plus en regardant sur les audits qui ont été faits, ou si on doit même nous-mêmes en mettre en place. C'est vrai que quand on va faire comment dire, nos dernières chaussures au Portugal et qu'on va directement traiter dans les usines, qu'on voit nous-mêmes les usines et qu'on est au Portugal, on va pas faire passer un cabinet d'audit, mais parce que bon, c'est l'entreprise familiale ou c'est le père qui nous reçoit et c'est le fils qui est commercial et la mère elle fait partie de l'équipe de. Voilà, on va moins auditer ces usines-là, mais on va quand même aussi, au-delà de ça, donc au-delà des audits, au-delà des pôles de compétences, choisir l'humain. Et c'est vrai que dans tous nos prestataires, dans tous nos fournisseurs, d'ailleurs, on parle souvent de partenaires plus que de fournisseurs parce qu'on bosse vraiment ensemble, on cherche de l'humain. C'est-à-dire que c'est des gens aussi qui nous ont aidés à grandir. Je pense notamment à un de nos fournisseurs belges qui, au départ, quand on faisait 150, 200 quantités sur une robe, c'est à côté de ça, vous avez Mango qui vous prend 20 000, 26 000 quantités sur une robe, ou des marques peut-être moins mass market, mais qui vont en prendre 2 000, 3 000. Nous, on arrive, on va faire 100 quantités, mais il n'y a personne qui nous prend. Donc, il y a des gens aussi qui ont été très fers dès le départ, qui ont bien voulu nous accompagner, qui ont cru en nous. Et à un moment donné, il faut avoir de la mémoire de ces gens-là, de ces choses-là. Et, et maintenant qu'on peut rentrer dans des usines plus grosses, on sait aussi rester, dire merci en restant et en gardant des partenariats. Donc le partenariat, le long terme, la loyauté et l'humain, ça compte beaucoup. Ok. Ok. Ensuite, on a une question sur l'équipe. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé d'une petite quarantaine de salariés. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu comment vous êtes organisé, s'il y a différents pôles complètement. sur la création, etc. Exactement ça. Aujourd'hui, on a 5 pôles chez Stella et Fizzy. Donc, vous avez le style, le pôle style, d'ailleurs qu'on appelle le pôle produit, parce que le produit, généralement, c'est ce que va acheter le client, et le style, c'est dire que c'est nous qui amenons notre robe au client, alors que le fait d'appeler le pôle style le pôle produit, c'est que on met déjà le client au cœur du débat. Donc vous avez le pôle style, donc le pôle produit, le pôle logistique, donc qui fait le lien d'un côté entre le fournisseur, mon partenaire, donc, et l'entrepôt logistique, et l'entrepôt logistique et nos clients finales. Voilà. Et donc, il y a l'équipe logistique qui fait le lien avec l'entrepôt.
Ensuite, vous avez le pôle marketing et le pôle communication, qui sont d'ailleurs deux pôles très liés chez nous. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une seule et même personne, parce que la responsable marketing est en congé mat pour la petite histoire, et donc c'est la responsable communication qui a pris les deux casquettes tellement il y a une collection, une complémentarité entre ces deux pôles. Et enfin, on a le pôle administratif. Dans le pôle administratif, vous avez trois branches. Vous avez la finance, le juridique et les RH. Voilà. Et sous chaque pôle, vous avez à peu près 8 personnes, ce qui nous donne 40. Et un pôle que j'ai oublié parce que c'est quelque chose de plus général, c'est le pôle retail aujourd'hui, donc le pôle des boutiques physiques, avec une responsable effectivement en interne et puis les équipes de vente sur les différentes boutiques. Ok. Ensuite, une question sur tout à l'heure, vous avez parlé du nouveau site. Oui. Est-ce qu'on a une date de lancement? Est-ce qu'on a une date de lancement? Je ne devrais pas le dire parce qu'à chaque fois, ça un horizon. Mais en vrai, si, c'est le 27 avril. Alors, pourquoi le 27 avril? Parce que on a des ventes privées qui commencent le 19. Que généralement, les ventes privées de début de printemps, c'est quelque chose qui marche fort. Et lancer le site juste avant une grosse opération commerciale, ça peut être se tirer une balle dans le pied s'il y a quelque chose qui marche pas, je sais pas, le bouton ajouté dans le panier qui marche mal. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait attendre ce pic et qu'à la fin des ventes privées, on allait pouvoir lancer le nouveau site et ça nous retomberait 2 semaines, voire 3 semaines avant la prochaine collection, ce qui nous permettrait aussi de faire les derniers réglages. Et du coup, on le rappelle, le site qui sera disponible dans la quasi-totalité des langues. Ouais, c'est ça. Devises. Alors, dans un premier temps, là, au lancement, parce qu'on a voulu faire les choses comment dire, le plus clean possible, au 27 avril, il sera d'abord en anglais, en dollars. En vrai, on fait un focus sur les États-Unis. Après, donc, le dollar ne sera pas exclusif parce qu'évidemment, il y aura aussi l'euro, tout ça. Mais on aura, dès la première semaine, on aura 80% des devises. Et pour le coup, aujourd'hui, au lancement, on va avoir que l'anglais. On est accompagné depuis assez peu, depuis un mois et demi maintenant, par Business France et BPI dans une partie du programme Culture Export qui accélère la croissance d'entreprises françaises aux États-Unis. Et donc, effectivement, là, on fait un joli focus sur les États-Unis, pas mettre nos chevaux partout. On sait que déjà avec l'anglais, on va parcourir une belle partie du monde, d'autant plus avec 80% des devises. Et demain, avant le début de l'été, aller voir justement un multilingue total et atteindre, je crois qu'on est à 96 ou 97% des devises. Ok. Ok, merci pour cette avant-première. Alors, on approche de la fin du live. Peut-être une dernière question pour les WeSeeders ou WeSeeders qui seraient intéressés pour retrouver vos produits. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs boutiques et sur le site aussi. Alors aujourd'hui, vous avez un point dont on n'a pas parlé au printemps en semaine, donc un corner au printemps en semaine à Paris. On aura donc une boutique à Bordeaux, place Pupolin, à Toulouse, rue Antonin Mercier, au 15 bis, à Aix-en-Provence,
au 6 rue Espariat, en face de la place d'Albertas, qui est une des plus jolies places de France, qui est un des endroits, je crois, les plus pittoresques que j'ai connus. Vraiment, je me souviens quand la première fois où j'étais à Aix, je crois que je devais avoir 20 ans, 22 ans, et je suis tombé sur cette place. Et je me suis dit que c'était magnifique, que Woody Allen devait absolument la connaître parce que il devait absolument faire un film ici et quasiment le tourner que sur cette place. Et en fait, quand ça nous est arrivé, qu'on nous a proposé, je me suis dit, enfin, je crois pas vraiment aussi, ma femme un petit peu plus, mais que c'était une belle chose. Au moins, on aurait une belle vue à chaque fois qu'on viendrait visiter notre boutique aixoise. Et sur le site, évidemment, stellaetsuzy.com. Ok, merci Max. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Peut-être avant de clôturer le live, si vous avez un dernier mot à partager aux décideurs qui soit assistent en direct à ce webinaire ou regardent le replay. Une petite chose, je sais que tout à l'heure je parlais de bipolarisation du marché de l'habillement. Je sais que je vais faire une news cette semaine dessus, donc je vous invite à aller la lire. Et pour reprendre la news que j'ai faite la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui reprenait les premiers chiffres du trimestre et notamment de mars, on sait que mars, pour le coup, c'est la première fois où on peut vraiment se comparer à l'an dernier. C'est-à-dire que avant mars dernier, on faisait encore 2 collections par mois. À partir de mars 2021, on a commencé à ne faire qu'une seule collection par mois. Donc, on pouvait vraiment avoir un focus journalier sur combien on avait fait l'an dernier, combien on fait aujourd'hui. Et sur les périodes hors pic de vente, puisque le jour où on sort la collection, on fait quand même 40% du volume d'affaires. Donc, hors pic, on arrive à entre 40 et 45% de croissance seulement sur le digital. Ça a été confirmé par le pic, puisqu'il y a 10 jours, on a sorti donc la nouvelle collection où on fait plus 50% par rapport à l'an dernier. Donc ça, c'est que sur le digital. Donc on est à peu près à plus 47, plus 48% sur le mois de mars par rapport à l'an dernier, pour une fois où on est vraiment comparable. En boutique à Toulouse, on est à plus 70%. Et on est à, je vais dire plus l'infini sur Bordeaux parce qu'elle n'existait pas. Mais le chiffre de Bordeaux cette année dépasse le chiffre de Toulouse l'an dernier. Et puis l'ouverture de Aix, qui sur le BP devait se faire de mémoire en juin, qui en avril est déjà ouverte. Donc je sais que sur les questions des WeSeeders, on me disait est-ce que le BP était optimiste? Oui, mais la réalité est encore plus. Voilà, pour le petit mot de la fin. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci aux WeSeeders présents en direct. 2-3 compléments. Comme l'a dit Max, n'hésitez pas à consulter les news qui ont été publiées jusqu'à présent et celles qui seront publiées jusqu'à la fin de la collecte. Si vous avez des questions, des commentaires complémentaires, n'hésitez pas à les poster dans l'espace commentaire. Max y répondra comme il l'a fait depuis le début. Et si vous avez des questions plus axées sur l'opération ou sur le processus WeSeed, on est disponible pour y répondre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci encore Max. Merci aux WeSeeders. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt pour un nouveau live sur WeSeed.